Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. S'agissant des facultés de droit, leur faillite dans leur responsabilité à promouvoir un état de droit s'exonère de toute démonstration. Censé exercer une autorité morale sur toutes les professions de droit, le monde académique souffre d'un incivisme insupportable. Le silence bruissant de la communauté universitaire sur l'actualité politico-judiciaire est un signe de sa défaite intellectuelle, affirmé il y a quelques semaines Abdou Aziz Diouf, professeur titulaire agrégé de faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop, dans une contribution à charge, et c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il avait intitulé « Faut-il brûler les facultés de droit au Sénégal ?» La provocation est à son paroxysme. Mais est-elle justifiée? Est-elle pertinente? La question n'est pas tranchée, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre une justice décriée, un code électoral en proie à des interprétations insolubles et des propositions de loi qui créent la polémique à l'Assemblée nationale, le droit pose problème. Incontestablement et aboutit ces dernières années à des crises politiques sans précédent. À qui la faute? Aux magistrats, aux avocats, aux législateurs ou aux universitaires. Et même si le droit est l'œuvre de la raison, pour reprendre Paul Valéry, il n'est pas toujours raisonnable au Sénégal. Que faire pour redonner au droit et à la justice ses lettres de noblesse? Doit-on réformer les facultés de droit? Le droit peut-il redevenir juste? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir une voix intelligible, légitime et lucide de la communauté académique et de droit. Professeur Amsatou Sow Sidibé, qu'on ne présente plus au Sénégal. Première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques. Professeur Amsatou Sow Sidibé, en plus de son élégance princière et de sa courtoisie légendaire, est une juriste chevronnée qui a participé à la formation de plusieurs praticiens de droit au Sénégal. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent, qui nous suivent. Voilà. Tout d'abord, nous enregistrons cette émission dans un contexte triste où après la mer, la route aussi fait des victimes. 23 morts sont enregistrés ce matin sur la route de Louga. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce drame? Tout d'abord. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, si ce n'est que je suis triste? Je suppose que tous les Sénégalais aujourd'hui souffrent de ce qui se passe ces temps-ci. Beaucoup d'accidents, soit dans la mer, soit sur les routes. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne à bras le corps la sécurité dans les mers, sur les routes et ailleurs. Parce que vous savez, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, c'est fondamental. C'est des droits humains consacrés par les instruments juridiques les plus importants au plan international, au plan régional, au plan interne. La personne humaine, elle est sacrée. Donc tout ce qu'on fait pour cette personne humaine, eh bien, c'est d'une importance capitale. Elle doit être protégée. Sa sécurité doit être assurée. Donc, je dis que c'est la tristesse. J'ai vu ça. Il faudrait situer les responsabilités comme d'habitude. Alors, dans notre pays, ce que je déplore, c'est qu'il y a deux principes sacro-saints dans la protection de la personne humaine, deux principes sacro-saints mais qui ne font pas l'objet d'une protection elle-même. C'est eux-mêmes ces principes. C'est le principe de la responsabilité d'abord. Il y a des responsables, l'État et d'autres acteurs. Et il y a un autre principe, c'est celui de la redevabilité. Quand on a failli, quand on n'a pas respecté ses obligations, eh bien, ça produit des conséquences graves. Eh bien, la redevabilité, on ne suit pas, on n'est pas sanctionné. Au
départ, on parle beaucoup et après, tout se passe. Là aussi, est-ce que ce n'est pas le droit est-ce que ce n'est pas le droit qui est défaillant aussi dans son application? C'est l'application qui pose problème. Dans nos pays, ce n'est pas le fait d'avoir les meilleures règles, les plus belles dispositions juridiques, les plus belles règles, mais c'est l'application qui pose problème. Il y a une négligence au niveau de l'application, il y a un manque de conscience au niveau de l'application, et c'est là où le bas blesse, n'est-ce pas? Depuis le temps qu'on parle des accidents graves, les bateaux, les cars, etc. Mais il n'y a pas grand changement. Au contraire, on a le sentiment que ça devient plus grave. Donc, quelque part, il y a des responsabilités qui ne sont pas exercées et les auteurs ne sont pas inquiétés. La question de la redevabilité se pose. On a commis une faute, mais bon, on est tranquille après parce qu'il n'y a pas de suite. Maintenant, professeur, lors des dernières manifestations, suite au verdict du président du PASTEF, Ousmane Sonko, à l'UCAD, suite au verdict des juridictions du président du PASTEF, l'UCAD a été vandalisé. Plusieurs facultés et institutions saccagées, dont le CESI, mais aussi et surtout la fac de droit. Mais au-delà de l'indignation et de la dénonciation de ces actes, est-ce qu'il ne faut pas pousser la réflexion de manière profonde? C'est une question osée, mais je vais vous la poser quand même. Très clairement, est-ce qu'en amont de ces événements malheureux, la fac de droit ne s'est-elle pas brûlée elle-même académiquement? Mais en tout cas, il faut serrer les problèmes. Les événements de juin ont touché presque toute l'université, même la fac de médecine, la faculté de lettres, le CESTI, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la faculté de droit qui a été touchée, puisque une bonne partie a été incendiée, des véhicules des enseignants incendiés, etc. etc. Et ça, c'est blâmable parce que c'est la tête du Sénégal qu'on était en train de détruire. Absolument. La tête du Sénégal. Absolument. Quand un pays n'a plus de tête, qu'est-ce qui arrive? La mort certaine. Bon, alors, maintenant, vous posez un autre problème, c'est-à-dire le droit. Que devient le droit sénégalais? Quel est l'avenir du droit sénégalais? Bon, il y a un moment où je crois que j'avais des idées noires à cause de ce que je voyais dans l'application du droit au Sénégal. J'y reviendrai. J'avais des idées noires, ce qui m'avait poussé à titrer « Requiem pour le droit sénégalais ». Parce que pour moi, le droit sénégalais était en agonie et était en train de mourir. C'était aussi une provocation. Peut-être pas. J'avais des idées noires. Oui. Ce que je voyais m'inquiétait tellement que j'ai dit, mais où va le droit sénégalais? Et bon, parce qu'on entendait les interprétations qu'on faisait des textes, surtout la loi fondamentale, qui est la Constitution, sur la question du troisième mandat, par exemple. Et puis, dans l'application du droit, il y a eu une telle politisation du droit que je n'ai pas reconnu ce que j'enseignais à mes étudiants. Bon, j'avais l'impression que le droit sénégalais vraiment était imprégné, tellement imprégné de politique politicienne que je ne me retrouvais plus. Surtout lorsque les législatives sont arrivées, qu'on a eu des pratiques au niveau des listes électorales qui ne s'étaient jamais vues dans le pays. On voulait arranger les différents acteurs politiques et on a admis ce qui ne devait pas être admis. Des demi-listes ici, des demi-listes là-bas.
D'ailleurs, moi, à un moment donné, quand on a parlé de la réforme de l'article 87, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas la composition de l'Assemblée nationale issue de l'élaboration des listes pour les législatives qui avait peut-être expliqué qu'il fallait changer? On ne sait pas ce qu'on nous a mis à l'Assemblée nationale. Parce que les principes, les règles n'étaient pas respectés. Mais professeur, permettez-moi de poser, de contribuer ou bien de poser une question sur ce que vous venez de dire. Parce qu'on voit la justice, comme vous l'avez dit, la constitution, le code électoral, le droit, au lieu d'être une solution au Sénégal, permettez-moi, met le pays dans une impasse. Pourquoi? C'est une mauvaise application. Une mauvaise application et d'abord une mauvaise interprétation des textes. Parce qu'il faut toujours interpréter quand on applique. Mais il y a des interprétations qui sont tendancieuses. On sait qu'on veut aller dans vers telle ou telle direction, en faisant fi de l'esprit du droit. L'esprit est la lettre. La lettre, on la prend, on l'aménage comme on veut et on met de côté l'esprit. Or, les deux vont de pair. Quand le législateur élabore une règle, il a en tête quelque chose. Et bien, ce quelque chose-là que le législateur a en tête, on a tendance à l'écarter pour faire ce qu'on a envie de faire dans l'immédiat. Alors, le droit sénégalais, évidemment, n'est pas un droit parfait. C'est une œuvre humaine. Mais si on appliquait bien ce qui existe, eh bien, on aurait moins de difficultés. Mais malheureusement, ce qui existe est souvent actuellement très mal interprété. Surtout quand la politique est dedans. C'est très mal interprété. Je disais, entre la justice et la constitution et le code électoral, le droit, loin d'être une solution, met le pays dans une impasse. Pourquoi? Oui, mais c'est une question d'application. On peut avoir les meilleures règles. Bon, les règles ne sont pas parfaites, c'est une œuvre humaine. Mais c'est l'application qui peut créer des problèmes. Or, au Sénégal, on a vu que l'application, vraiment, a été à l'origine même d'une instabilité dans le pays. Voilà. Concernant la Constitution, par exemple, l'interprétation de l'article 27, est-ce qu'on peut avoir un troisième mandat ou pas? Ça a créé des tensions dans le pays, des tensions. Ça a participé à l'insécurité des populations. C'est un point. Il y a eu aussi l'application des textes aux législatives. Avec ces listes, on a permis des demi-listes, des moitiés de listes. Alors qu'il faut une liste de titulaires et une liste de suppléants. Pour certains acteurs politiques, on a permis de présenter une liste de titulaires et pour d'autres, une liste de suppléants. Et je me demande même si ce n'est pas ça. Je me suis posé la question à un moment donné en me disant, mais quand on veut réformer l'article 87, est-ce que quelque part on ne pense pas que la composition de l'Assemblée nationale n'est pas bonne? Parce que ce sont des demi-listes qui ont été amenées à l'Assemblée nationale. C'est peut-être l'une des raisons de cette demande de réforme de l'article 87. Bon, à un moment donné, j'ai pensé donc que le droit sénégalais était perturbé. Je me suis même demandé si le droit sénégalais n'était pas en agonie, n'était pas en train de mourir. Et voilà pourquoi, ça fait maintenant quelques mois, j'avais écrit un texte pour dire, parler de requiem, en disant le droit sénégalais est mort, vive le droit sénégalais. Bon, évidemment, c'est... Ça, c'est pour appeler à des réformes. Non, c'était pour appeler à une bonne application du droit. De l'existant déjà. Oui, si déjà on appliquait bien l'existant, on n'aurait pas besoin de réformer
sans arrêt. Parce que, encore une fois, ce n'est pas la perfection, c'est une œuvre humaine, mais avec ce qui existe, quand on tient compte de l'esprit et de la lettre du législateur, des auteurs des lois et de la Constitution, eh bien, on peut arriver à un droit juste, même s'il peut y avoir quelques petites difficultés. Hein? Voilà, donc... Mais maintenant, certains de vos collègues pensent que c'est la politique qui a obstrué l'objectivité et la neutralité de certains universitaires. Je ne dirais pas non. Les problèmes, les plus gros problèmes de la justice au Sénégal sont dus à une application tendancieuse due aux velléités, aux velléités de, comment je vais le dire, due à cette volonté déraisonnable des politiciens. On veut que le droit réponde aux besoins politiques du moment. Alors que le droit, ce n'est pas ça son rôle. Le droit instaure, organise la stabilité. Parce que les personnes doivent savoir à quoi s'en tenir s'agissant du droit. Quand il y a une règle de droit, les populations doivent savoir ce que dit la règle de droit pour pouvoir respecter ce que dit la règle de droit. Mais s'il faut toujours de façon contingente adapter le droit aux besoins politiques du moment, eh bien, on n'arrivera jamais à une application saine du droit. Avec la complicité de certains universitaires, vous conviendrez avec moi. Non, Qui murmurent à l'oreille du président, par exemple. Je ne parlerai pas des universitaires. Il faut dire de certains acteurs. Parce qu'un universitaire qui est auprès du président de la République, il est politique, n'est-ce pas? Bon, et je crois que... Mais si c'est des voix autorisées aussi, ça pose problème. Le cas, bon, pour ne pas citer de nom, mais le cas d'un constitutionnaliste avéré et notoire, voilà, nous avons ce cas-là au Sénégal. Nous regrettons tous ce qui se passe. Hein, voilà, je sais de quoi vous voulez parler, mais nous regrettons tous ce qui se passe. Parce que justement, le rôle d'un universitaire, c'est d'être objectif. S'il n'est pas objectif, eh bien, il ne peut pas faire confiance. Or, la confiance pour un universitaire, c'est extrêmement important. Les enseignants, les étudiants, ils observent et ils ne peuvent intégrer dans leur esprit et dans leur cœur ce qu'on leur enseigne que quand ils sont assurés que l'enseignant dit la vérité. Il suffit que l'enseignant change de position, qu'il sente qu'il fait est très subjectif pour que l'étudiant ne s'y retrouve pas. Donc, les enseignants, même s'ils font la politique, doivent respecter l'objectivité que requiert l'enseignement. Maintenant, vous êtes bien placé pour répondre à cette question parce que vous baignez entre les deux, je veux dire, entre les deux eaux, politiques et universitaires. Est-ce que vous pensez que la logique politique a dévoyé les finalités du droit au Sénégal, à la lumière de tout ce qui s'est passé ces dernières années? Les finalités restent telles quelles. La finalité, c'est l'organisation de la société. C'est la stabilité de la société. C'est la paix. C'est le développement. Parce que la règle de droit a un rôle fondamental dans le droit, dans les contrats, dans tout, n'est-ce pas? Par contre, l'application de ces principes tue le droit. En tant que tel, la règle de droit existe, mais quand elle n'est pas appliquée, elle est presque inexistante. Ce que nous remarquons aujourd'hui, malheureusement, c'est que l'application de la règle de droit est souvent dévoyée. Et c'est malheureux, dévoyé. Le droit ne doit pas changer.
On ne doit pas adapter le droit au gré de la volonté des politiques. Le droit, c'est ce qui fait la stabilité. Quand ça bouge, cette stabilité disparaît, malheureusement. Et on l'a observé. Et il faut que ça cesse. Et ceux qui sont les universitaires, qui sont sur le terrain politique, doivent aider à ça, à instaurer la vérité, à instaurer le respect de la parole, à instaurer les valeurs. Parce qu'un enseignant, justement, il a un rôle fondamental par rapport aux valeurs qu'il inculque aux jeunes. Donc, son rôle est fondamental. Il ne doit pas changer au gré du vent, ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, je dis que dans l'introduction que vous êtes une juriste chevronnée, vous avez plus de 3 décennies de carrière à l'université. Certainement, vous avez participé à la formation de plusieurs praticiens du droit actuellement. Quel regard portez-vous sur la justice sénégalaise actuellement? Je ne vous dirai pas que j'ai un regard négatif. Je ne le dirai pas. Vous êtes content de vos anciens étudiants? De beaucoup de mes anciens étudiants, mais pas de tous. Parce que c'est vrai, j'en ai formé. Hein. Presque 40 années, tous les ans, 2000, 3000 étudiants, ça fait beaucoup. Mais tant que le droit reste le droit, qu'il n'est pas teinté de politique, les magistrats sont extraordinaires. Et la justice est bonne. Mais j'ai vu que la justice était chancelante lorsque on voulait lui donner une coloration politique. Et c'est là où il y a problème. Et c'est là où il faut se battre pour que la politique n'intègre pas la justice. Parce que la justice, c'est l'objectivité. La justice, c'est ce qui fait que... c'est la généralité. L'un des principes, c'est le principe de la généralité, de la règle de droit, qui n'est pas faite pour Jean ou pour Paul, mais qui est faite pour tout le monde. Mais quand on veut une justice pour Jean, une justice pour Paul, pour Awa, pour Doudou, eh bien, on n'a plus de justice. Or, la politique a tendance à vouloir donner une coloration subjective à la règle de droit et ça pose problème. Et maintenant, mais si le parquet est sous la coupole, par exemple, de l'exécutif, par l'intermédiaire du ministère de la Justice et du président de la République de manière beaucoup plus hiérarchique, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça va être facile de l'indépendance de la justice? Le plus haut niveau, c'est le président de la République. Il est le gardien de la Constitution. La Constitution pose un principe sacro-saint, c'est l'indépendance entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, et même lui, le pouvoir législatif, les députés, et le pouvoir judiciaire, les magistrats et autres. Donc, un président de la République doit veiller à ce que cette séparation de pouvoir ne soit pas remise en cause. Encore une fois, quand on respecte les règles, on est tranquille, c'est la stabilité. Mais il suffit qu'on remette en cause les principes, qu'on sape les bases, eh bien pour que tout soit chamboulé, on ne s'y reconnaît plus, on ne sait plus quoi faire. Il faut absolument qu'on veille à faire du droit, à donner au droit ses objectifs essentiels. Encore une fois, l'organisation de la cité. Quand il n'y a pas de règles de droit, rien n'est organisé. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et les gens vont... Le monde sera aveugle, comme disait Gandhi. Oui, ce sera le monde à l'envers. Donc, l'organisation, la stabilité aussi. Quand on respecte les règles, que chacun sait à quoi il doit s'en tenir, mais on est stable. Et ceux qui disent que le président doit sortir du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, à sa place, je sortirai du Conseil supérieur de la magistrature et je ne choisirai pas les têtes de pont de la magistrature. Parce que ça participe à l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, dans les principes et dans les faits,
eh bien, c'est aussi un élément d'équilibre, un élément de stabilisation, parce que les populations vont croire à la justice. Mais quand les populations ont dans leur tête qu'il y a des personnes qui agissent, eh bien, même si le magistrat dit le droit et dit bien le droit, ils vont dire non, non, il y a quelqu'un derrière qui leur a dicté ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Maintenant, comment faire, finalement, professeur Amsatou Sow Sidibé, pour remettre le droit au cœur des questions éthiques? Parce que, visiblement, il y a un problème au Sénégal. Oui. Il y a un hiatus entre ce que le droit doit refléter et la réalité. Bon, d'abord, il faut que les politiciens cessent d'instrumentaliser le droit, de manipuler le droit, de le façonner comme ils le veulent, au gré de leurs besoins, de leur volonté. C'est la première chose. Si on fait ça, ça va aller bien mieux. Et il faut qu'on comprenne que le droit, il est général, égal pour tous, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas un droit pour Jean, un droit pour Paul, pour Mamadou, etc., etc. Il faut appliquer le droit. Il est là, on l'applique. Bien entendu, il y a des moments où on adapte. Par exemple, on sait que celui qui a commis telle faute, eh bien, n'était pas dans les conditions pour ne pas commettre cette faute. Eh bien, là, le juge lui-même intervient pour dire, bon, on va voir comment est-ce qu'on va appliquer en totalité la sanction, ou bien est-ce qu'il faut tenir de circonstances atténuantes ou aggravantes, etc. Mais en dehors de ça, on ne saurait accepter, et les étudiants le savent, mais les praticiens aussi doivent l'appliquer. On ne saurait adapter le droit en fonction des besoins ponctuels, temporels, hein? Parce que le droit, encore une fois, c'est un élément de stabilité, c'est un élément de justice, c'est l'éthique. Et l'éthique, justement, le magistrat qui applique, l'avocat qui applique, tous ceux qui appliquent la règle de droit doivent se mettre dans la tête et le cœur que c'est l'éthique qui doit porter leur acte. Et les praticiens doivent toujours avoir devant eux, quand ils prennent une décision, quand ils discutent, ils doivent avoir devant eux Dieu. Et se dire que Dieu est là et il est en train de nous regarder. Si on le fait, eh bien l'éthique sera là. Parce qu'il y a un lien étroit entre droit et morale. Lien très étroit entre le droit et la morale. Les règles de droit sont teintées de morale. Beaucoup teintées de morale. Mais maintenant, les juristes sont d'accord que la raison juridique est une raison dialectique, comme disent certains juristes, mais est-ce qu'elle n'est pas trop dialectique? Et l'autre question, c'est, est-ce que le droit sénégalais, ce qu'on appelle la raison dialectique, est-ce qu'elle n'est pas trop interprétative? Est-ce que ça n'ouvre pas à beaucoup de, voilà quoi, de failles sur le plan de l'interprétation? Les gens passent par l'interprétation juridique pour faire toute leur forfaiture, quoi, je veux dire. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais bon, il faudra dorénavant qu'on sache raison garder. Parce que l'interprétation obéit à un certain nombre de règles. Quand le juge interprète, il essaie de voir quelle est la lettre, qu'est-ce qui est écrit et quel est l'esprit du texte. La lettre, ce qui est écrit, les mots, les points, les virgules, les passages à la ligne, le paragraphe où ça se trouve, la section où ça se trouve, le chapitre où ça se trouve, le titre où ça se trouve, la partie où ça se trouve, et l'esprit. L'esprit, il est là. Les travaux préparatoires, c'est-à-dire quand on fait une loi, eh bien, il y a eu des discussions. Et c'est ça les travaux préparatoires. Qu'est-ce que disaient les travaux préparatoires? Eh bien, c'est ça qui fait une bonne interprétation, en tout cas avec la méthode de l'exégèse, la méthode exégétique, c'est ça. Elle ne doit pas être aérienne, voire laxiste. Non, jamais. On ne doit pas être laxiste avec le droit. Alors, il y a la méthode exégétique, mais il y a d'autres méthodes. Par exemple,
Quand je prends l'esprit et la lettre, c'est ce que nous apprenons aux étudiants de première année. La méthode de l'interprétation téléologique. Téléologique. Entre la lettre et l'esprit, quand il y a un conflit entre la lettre, ce qu'on voit, les mots, les points, virgules, et l'esprit, c'est l'esprit qui prime sur la lettre. C'est la méthode de l'interprétation téléologique. Et d'autres méthodes. Des manuels et du programme en matière de droit, par exemple, c'est hérité du système français. Est-ce qu'il faut réformer ça? Bon, il faut des retouches. Parce que vous savez, le droit, ça concerne l'humain, la personne humaine, l'humain. Que la personne soit noire, jaune, rouge, blanche, c'est une personne humaine. Et partout dans le monde, il y a des règles universelles que l'on retrouve ici, au Japon, aux États-Unis, au Ghana, les mêmes règles. Et d'ailleurs, quand on faisait par exemple le Code civil français de 1804, Napoléon, il est allé en Égypte, il a pris le Coran, il s'est beaucoup inspiré du Coran pour faire le Code civil français. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de règles qui se ressemblaient parce qu'on était des humains. En revanche, il y a des règles spécifiques qui sont spécifiques, par exemple, à nous, Africains. Eh bien, quand elles sont bonnes, on doit pouvoir les intégrer dans notre système de droit. Parce que nous avons un savoir africain, nous avons une culture africaine qu'on doit intégrer pour mieux vivre. Nous ne devons pas recopier aveuglément le droit élaboré par quelqu'un d'autre. Bon, dans notre pays, au Sénégal, à l'indépendance, on a pris par exemple le Code civil. Il y a beaucoup de ressemblances avec le système traditionnel, mais il y a des différences. Mais on a pris le Code civil, on l'a copié intégralement. Ça, c'est à revoir. Parce qu'il y a, dans le domaine du Code civil, par exemple dans la famille et autres, des règles qui sont spécifiques à l'Afrique. Mais heureusement que les règles spécifiques à l'Afrique, pour la question foncière, le droit foncier et la famille, le président Léopold Sédar Senghor a eu l'intelligence d'aller voir ce que disent les coutumes, ce que dit le droit traditionnel, pour en faire le droit sénégalais. Donc, bon, il y a eu des efforts à compléter parce qu'il nous faut maintenant croire en nous-mêmes. Nous avons un savoir africain dans tous les domaines, y compris dans le domaine du droit. Donc, tout ce qui est commun à tous les êtres humains, on peut le conserver. Mais quand ce qui nous est spécial, spécifique n'a pas été pris en compte, on doit pouvoir amener ça et le mettre dans notre corpus juridique si c'est une bonne chose. Parce que tout n'est pas bon hein, chez nous, hein, attention. Hein. Oui, maintenant vous êtes professeur des universités, vous avez eu plus de 40 ans de pratique ou bien d'enseignement et tout. Si vous devez devenir une jeune bachelière, est-ce que le droit va vous passionner toujours? Ah, j'adore le droit. Vous savez pourquoi on dit que j'ai enseigné pendant presque 40 ans dans cette amphi énorme où il y avait des milliers d'étudiants, où il faisait très chaud. Je voulais que ces jeunes aiment le droit. Et j'enseignais pour intégrer le droit dans leur tête et dans leur cœur. Heureusement qu'il y a eu beaucoup qui ont aimé le droit et qui sont devenus vraiment des personnalités dans le domaine du droit. Eh bien, j'aurais eu même un plus encore de passion qu'aujourd'hui. Mais j'aurais essayé aussi de modeler et de faire comme je l'ai toujours fait, faire aimer le droit. Mais j'y ajouterai, attention, que la politique politicienne ne vienne pas détruire le droit. Ça, j'aurais insisté pour le dire. Attention à la politique politicienne. Vous êtes amenés à devenir des responsables dans le milieu juridique, judiciaire. Refusez que les acteurs politiques vous transforment
en marionnette. Est-ce que vous pensez que certains de vos anciens étudiants qui sont devenus aujourd'hui des praticiens ont manqué de courage, qu'ils soient magistrats, avocats ou bien qu'ils soient inspecteurs des impôts et tout? Est-ce qu'ils ont manqué de courage par rapport à l'application du droit? Quelquefois, oui, pas toujours, et exceptionnellement. Mais ça arrive que je sois fâchée. Hein. Je les regarde à la télé ou je lis et je suis fâchée. Hein, parce que je dis, mais est-ce qu'on leur a appris? Pourquoi ils ne l'appliquent pas? Hein? Voilà. Mais dans l'ensemble, vraiment, il ne faudrait pas qu'on croie que les... Non, au contraire, nous avons d'excellents magistrats, nous avons d'excellents avocats ou autres, chefs d'entreprise, greffiers, etc., etc. Mais partout, il y a quand même cette pression, quand même, c'est une pression. C'est la pression des politiciens. Ça, il faut le dire et il faut le dénoncer. Cette pression des politiciens et qui risque de tout détruire. Parce que cette pression fait qu'il y a par moments une instabilité grave. Dieu nous a protégés jusqu'ici, mais veillons à conserver la stabilité dans le pays. Maintenant, professeur Amsatou Sow Sidibé, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a décidé de ne pas se présenter pour une troisième candidature. C'est l'heure du bilan. Il a fait presque 12 ans de règne. Si vous devez juger son bilan en matière de justice et tout, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, votre question est difficile. En matière de justice, vous savez, j'ai le sentiment que depuis 2000, c'était 2000 ou 2012, depuis 2000, un peu avant 2012, il y a des problèmes de droit. C'est là qu'on a vu la question des mandats. C'est ça. Bon, et puis bon, la justice, souvent, avant même le président Abdoulaye Wade, avait été décrié dans l'application. On a toujours senti la main de l'autorité politique sur le droit. Mais là, on l'a senti davantage. C'est plus sérieux maintenant. Hein? C'est plus sérieux. Avec, surtout moi, ce qui me marque vraiment, c'est l'affaire des listes. Moitié liste. C'est la première fois que je voyais ça. C'est ça vraiment qui a... Ça, c'est ça, moitié liste. Ça m'a vraiment... Oui, ça a été un problème. Mais heureusement que les Sénégalais, quand même, ont gardé cette forte personnalité. Le Sénégalais sait dire non quand ça ne doit pas passer. Hein, cette réforme de l'article 87, voilà. Et vous savez, il faut être très prudent en matière de réforme. Quand on est allé au dialogue politique, il y a eu des projets, des idées de réforme, des articles du code pénal, non, du code électoral, 29, 28, 29 et je ne sais plus lequel. J'ai écouté sur le principe, pas de problème, mais j'ai dit attention, avant qu'on ne fasse la réforme, je souhaiterais que cette réforme passe entre les mains d'experts qui tournent, retournent, bêchent, hein, pour savoir si cette réforme ne risque pas de bouger, de faire bouger, de bouleverser les fondements du droit pénal sénégalais. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et j'espère que, avant qu'il y ait une réforme, eh bien, un groupe d'experts se penchera pour voir si ça ne risque pas d'avoir des incidences qui vont nous poursuivre encore une fois pendant des années et créer des histoires entre nous. Faire être un élément d'instabilité. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai remis au président de la commission politique. Maintenant, vous avez bien fait de parler d'instabilité, professeur Amsatou Sow Sidibé, parce que ces dernières années, force est de constater que ce pays, voilà, on est passé au bord de l'implosion politique. Mais en matière juridique aussi, au-delà de la rigueur de la règle,
il y a des modes alternatifs de règlement des conflits, à savoir la médiation, le dialogue même entre guillemets. Pourquoi on n'a pas utilisé ces méthodes pour régler nos conflits? Bon, je ne peux pas dire que ça n'a pas été utilisé. Il y a eu des dialogues et il vient d'avoir un dialogue qui a apaisé, il faut le dire, le climat sénégalais. Il y a eu des morts, il y a eu du sang, il y a eu des atteintes graves aux biens, des blessés. Mais quand il y a eu le dialogue, les choses se sont tassées. Et je suis en train de remarquer que ça se tasse de plus en plus. Et je préfère que ça reste comme ça. Parce qu'on ne peut rien acquérir en dehors de la paix. Bon, moi, je suis une femme de médiation. J'ai fait de la médiation partout. Au Sénégal, en Casamance, en Côte d'Ivoire, ailleurs. Parce que ce n'est que ça qui peut nous faire avancer. Se crêper les chignons, se donner des coups, s'invectiver, se regarder en chair de faïence, ce n'est d'aucune utilité. Ça manque d'élégance. Ça manque d'élégance. Il y a d'autres solutions, comme vous le dites, des méthodes alternatives, n'est-ce pas? Si vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où ils se sont vraiment entretués, il y a eu une commission vérité-réconciliation. Moi, j'ai créé le DEVER, l'espace, dialogue, vérité, réconciliation. C'était pour la paix en Casamance. Et je me suis largement inspirée de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et je crois que ça a porté ses fruits. Et je souhaite vraiment que la Casamance retrouve la stabilité définitivement, n'est-ce pas? Et donc, je pense que même pour la Casamance, il faudrait qu'on continue la médiation. Il faut poursuivre. On a une accalmie, il faut qu'on arrive à une paix définitive. Donc il faut qu'on se parle. Pourquoi ne pas se parler? Nous sommes des humains. Parlons-nous. C'est mieux. C'est plus élégant. C'est plus beau. C'est plus sympathique. Allons-y. C'est poétique ce que vous venez de dire. Maintenant, je vais rebondir sur le thème principal de cette conversation. Faut-il fermer la fac de droit? Oui ou non, de manière définitive? Jamais. Pourquoi? On aurait une société où on vivrait comme des animaux. Œil pour œil, dent pour dent. Rien n'est parfait, mais il y a au moins un début de solution avec cette faculté qui enseigne les principes. Maintenant, à nous d'intégrer les principes qu'on nous enseigne. C'est là où il y a problème. Mais l'exemplarité et le respect des principes qui sont enseignés dans les facultés. Les magistrats qui sortent de nos facultés doivent respecter ce qu'on leur a enseigné, appliquer ce qu'on leur a enseigné. Et tous ceux qui sortent de la faculté en tant que telle, elle est là, elle fait son travail. Les enseignants sont là. Les enseignants, s'ils ne veulent pas tout le temps parler, ils ont peut-être raison. Trop parler, c'est pas bon. Bon, mais ils parlent. Moi, je suis prof de droit. Je parle. Et il y a d'autres qui sont sortis de la fac qui parlent. Maintenant, aux enseignants qui travaillent sur les questions de droit, qui sont les praticiens, n'ont qu'à appliquer ce qu'on leur a enseigné. Mais là, il ne faut pas remettre en cause la faculté de droit. Ah, c'est une grande faculté. Voilà. Mais bon, on est au terme de l'émission, mais je vais poser la dernière question en vous provoquant un peu. Voilà, les candidats se multiplient au Sénégal. Est-ce que professeur Amsatou Sow Sidibé est tenté par une candidature en 2024? Je suis tenté, mais ce que je demande, c'est ressortir de ce que vous avez dit tout à l'heure. Depuis 1980, j'enseigne à la faculté de droit près de 40 générations. Et aujourd'hui, je suis avec les doctorants, ceux qui font des doctorats. Si tout ce beau monde, depuis 2000, pendant presque 40 ans, 2000 à 3000 étudiants,
qui sont devenus des personnes responsables. Si tout ce beau monde appuie ma candidature, je vais y aller peinard. Je vais y aller peinard. Et là, je demande un appui pour le parrainage. Je ne dois pas avoir de problème de parrainage. Quand je compte le nombre d'étudiants à qui j'ai donné des enseignements, ils sont autour de 100 000. 100 000, je dis, dans toutes les maisons pratiquement. Donc j'ai besoin de parrainage, de leur parrainage, du parrainage de leurs parents, de leur famille. J'ai besoin de leur appui aussi. Quand je vois qu'il y a des personnes qui font des appels à contribution. Moi, j'ai enseigné presque de façon bénévole à ces personnes parce que j'avais un petit salaire. Mais je n'ai jamais voulu quitter cette fac. Que ces personnes-là se retournent pour dire « Hey, professeur Amsatou Sow Sidibé veut se présenter. » Elle a besoin d'une contribution financière, c'est normal. Tous les candidats ont besoin de contributions financières. Je leur demande de venir contribuer. C'est ça mon alarba. C'est les relations entre Serine et Talibé. Serine et Talibé, je réclame ça. Hein? D'accord, mais maintenant, si vous faites l'économie de l'histoire politique du Sénégal, et, bon, prenons juste ces 20 dernières années, pourquoi bon, entre guillemets, les têtes comme vous, l'intelligentsia, n'arrivent pas à pénétrer la masse? On a vu en 2012, professeur Ibrahima Fall, les gens avaient fondé beaucoup d'espoir sur sa candidature, mais au finish, bon, il n'a pas eu gain de cause. Pourquoi les universitaires n'arrivent pas à... Voilà. J'espère que ça change là, parce que les universitaires d'abord vont sur le terrain. Hein. Avant, bon, c'était le micro, mais maintenant c'est devenu autre chose. Il faut être proche des populations, ça change beaucoup. Et puis, l'ignorance, le fait de ne pas savoir ce que l'on perd quand on laisse passer quelqu'un à qui Dieu, merci beaucoup, a donné le savoir, a donné le savoir-faire, travailler compétent et la qualité, et le savoir-être, les valeurs. Quelqu'un comme ça, on le laisse passer, qui est engagé, mais on perd. Est-ce qu'on n'a pas perdu depuis? Et puis bon, je me dis que quand même, il y a des universitaires qui ont percé. Hein. Le président Léopold Sédar Senghor est un agrégé de grammaire. Mais un fin politicien. Oui, mais tout le monde a sa façon de faire la politique. Vous savez que j'ai créé la troisième voie politique. Parce que moi, je refuse cette bipolarisation pouvoir-opposition. On dit qu'il y a deux grosses pointures là qui ne font que se donner des coups, se battre. Il faut qu'il y ait des ponts. Alors que la majorité de la population ne fait partie ni de l'un ni de l'autre. Ils sont dans les maisons. Ils sont dans ils sont dans la pêche. Ils sont paysans, ils sont éleveurs, ils sont des artisans, etc., qui ne sont pas là ou là. Alors moi, c'est pour ces personnes-là que je travaille. Et c'est pour ces personnes que j'ai créé une autre voie, que l'on appelle la troisième voie. La voie qui s'occupe de leurs problèmes à eux. Mais on ne va pas se mettre face à face à se donner des coups. On prend notre temps pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc je dis qu'il y a Senghor. Il y a Abdou Diouf, hein, qui a eu un diplôme supérieur, qui est allé, je crois, en France poursuivre. Il y a le président Abdoulaye Wade, c'est un agrégé. Absolument. Ah, un agrégé. Bon, il y a le président Macky Sall, mais le président Macky Sall, son problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'aime pas intégrer. Vous avez eu à travailler Oui, avec... oui, c'est l'impression que j'ai. J'espère que... Bon, mais c'est l'impression qu'il a. Il a mal utilisé ou n'a pas utilisé l'intelligentsia sénégalaise. Et ça, c'est dommage.
Le pays en a besoin. Merci, professeur. C'est moi. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Réciproquement. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, la paix. La paix seulement, c'est la paix qui nous permet. Que conseillez-vous à la jeune génération? On voit l'immigration clandestine, on voit, voilà, ils sont en train de braver l'interdit pour aller en Europe. Ben oui, et c'est triste. Ce que je demande à la jeune génération, c'est d'avoir conscience de ses valeurs intrinsèques, ses qualités. Personne n'a plus de qualité que les jeunes du Sénégal. Donc, conscience de ça et confiance. Refusez le mimétisme. Qu'on leur dise c'est là-bas que c'est beau, là-bas vous pourrez tout avoir, ici vous ne pourrez rien avoir. Il faut qu'ils restent, qu'ils se battent. C'est la bagarre, c'est la lutte. Personne n'a eu le bien sans suer. Il faut suer pour avoir. Et il faut être patient. Il faut être patient. Ce que les jeunes voient aujourd'hui réussir, ils ne savent pas comment ils ont vécu. Par exemple, moi j'ai dit, Famadjar, Koufadjar, Takhaban. Merci, professeur. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers amis internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Comme j'ai l'habitude de le faire ou bien de le dire ces dernières semaines, il faut boire beaucoup d'eau. Il fait très très chaud. Merci et à la semaine prochaine.